Scriabine est un personnage très curieux. Il avait des idées ésotériques et philosophiques qui ont toujours été considérées comme très bizarres, un peu loufoques, voire totalement dangereuses. Et ces idées lui étaient tellement chères, tellement personnelles, qu'elles ont nourri sa production musicale. Du coup, sous le prétexte de l'étrangeté de ses idées, sa musique a été dans un premier temps disqualifiée, et ce à peu près jusqu'en 1945. Dans un deuxième temps, sa musique a été réhabilitée, les pianistes comme les orchestres se sont mis à la jouer de plus en plus, mais on a continué à se sentir mal à l'aise avec son contenu philosophique, donc on a préféré l'ignorer. Ce qui nous donne plusieurs générations de musicologues qui prétendent analyser des œuvres dont ils savent pertinemment que Scriabine les a chargées d'un sens ésotérique, et qui préfèrent évacuer totalement ce contenu. Pour ma part, je trouve cette attitude totalement contre-productive. Ça revient à dire, j'ai décidé de mon plein gré de ne rien comprendre à la musique de Scriabine. Et le cas le plus parlant, pour cela, c'est l'œuvre qui va nous occuper aujourd'hui, le poème de l'extase. Scriabine le compose en 3 ans, entre 1905 et 1908, à peu près au centre de sa vie créatrice, et rien que son titre devrait nous crier qu'on n'a pas le droit d'aborder en termes purement musicaux cette œuvre. Mais en plus, on découvre que Scriabine lui a adjoint une sorte de programme sous la forme d'un poème d'une dizaine de pages qui porte le même titre, Poème de l'extase, et qu'il a écrit juste avant de composer la musique. Et quand on lit ce poème, on se rend compte immédiatement qu'il s'agit d'une synthèse, à un moment donné, donc en 1905, de l'évolution intellectuelle de toute une vie. En sachant cela, comment peut-on volontairement faire l'impasse sur les pensées de Scriabine ? Effectivement, quand on se penche sur ces idées, on se rend compte qu'elles sont très complexes et, il faut l'admettre, tout le monde ne peut pas s'improviser philosophe. Rares sont ceux qui, d'une part, ont pris la peine de le comprendre et d'autre part, y sont parvenus. Mais je considère que réhabiliter l'œuvre de Scriabine telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un complexe musico-philosophique, ce n'est pas une option, c'est un devoir. Et ce devoir, nous allons l'appliquer ensemble. Donc avant de nous pencher sur la musique du poème de l'extase, il va falloir qu'on passe par la pensée de Scriabine qui se trouve condensée dans cette musique. Et le meilleur moyen de le faire, c'est sans regard critique, sans préjugés, sans a priori. Bref, en toute objectivité. Allons-y. En fait, en musique comme en philosophie, Scriabine est quelqu'un de très curieux qui digère des influences multiples. Mais il ne garde que ce qu'il veut de ses lectures, ce qui fait que sa pensée est un mélange très personnel entre les philosophies des idéalistes du XVIIIe et du XIXe siècle, que sont Hegel, Berkeley, Fichte, Kant, et aussi d'une certaine Madame de Blavatsky, qui est la fondatrice de la Société de Théosophie, une association qui se donne pour but d'atteindre rien de moins que la divinité. On sent donc déjà que Scriabine est assez attiré par la complexité, puisqu'il ne se réfère pas aux philosophes dont la lecture est la plus aisée et dont les théories sont les plus accessibles, mais aussi qu'il est porté sur des questions de transcendance, d'élévation spirituelle. Bien, Scriabine n'a jamais écrit d'ouvrage théorique. En revanche, il a consigné ses idées dans des carnets à partir du moment où elles ont été assez mûres pour être exprimées clairement, c'est-à-dire entre 1904 et 1906. Et ces carnets ont été publiés par sa dernière fille, Marina, ce qui est extrêmement précieux pour comprendre totalement sa vision du monde. Ce qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est qu'il remplit ces carnets des idées qu'il anime entre 1904 et 1906, qui correspond exactement à la période où il écrit le texte du poème de l'extase, puis la musique du poème de l'extase. Voilà une coïncidence des dates qui nous montre que Scriabine, après une longue période de gestation, décide une fois trentenaire, donc au début du siècle, qu'il est temps d'accoucher, et cet accouchement se fait sous des formes multiples. Sous la forme purement conceptuelle dans ses carnets, sous une forme artistique littéraire, dans le poème de l'extase version poétique, et sous une forme musicale avec le poème symphonique, le poème de l'extase. Mais pour l'instant, restons quelque temps du côté du concept seul, du côté des carnets, avec une pensée de Scriabine qui peut se condenser en 4 idées majeures. Et comme chaque idée découle de la précédente, on va les voir successivement. Première idée. C'est la plus importante parce qu'elle fait dépendre d'elle tout le reste de la pensée de Scriabine. La voici. Tout l'univers sensible
est un acte créateur. Mon acte créateur, unique, libre, ma volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Scriabin pense que la matière, c'est-à-dire que l'ordinateur que vous avez devant vous, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, votre voisin, les oiseaux, le soleil, n'existent pas réellement. Ils ont été créés par l'esprit. Il considère que les sensations, c'est-à-dire ce qui nous relie au monde, je touche mon ordinateur, je vois les murs de ma pièce, j'entends les oiseaux, je sens l'odeur de la pièce dans laquelle je me trouve, je ressens les rayons du soleil sur ma peau, etc. Toutes les sensations qui me relient au monde, ce sont des idées créées par la conscience, par l'esprit. Donc en fait, il nie totalement l'existence d'un monde extérieur. Extérieur dans le sens où il est indépendant de moi. En d'autres termes, c'est moi qui crée le monde. La seule réalité qui existe, c'est moi. Tout découle de moi. C'est une idée très originale parce qu'elle nous prend complètement à contre-pied. On a tendance à penser que le monde existe indépendamment de nous, soit qu'il ait été créé par une force supérieure qu'on appellerait Dieu, soit qu'on le considère comme le produit de réactions purement physiques et chimiques. Et que ce monde, indépendamment de moi, dans ce monde, je fais partie au même titre que cet ordinateur, cette pièce, ces oiseaux, etc. Eh ben non, pour Scriabin, c'est moi qui suis à l'origine de tout. D'où une phrase qu'il écrit souvent dans ses carnets, « Je suis Dieu ». Tout simplement. Il n'y a pas d'autre créateur que moi-même. Je suis le créateur du monde. Et si jamais je considère que Dieu existe, c'est parce que c'est moi qui l'aurais créé. Cette création du monde par le moi, Scriabin la conçoit comme un principe d'activité. Si je crée le monde, c'est parce que c'est le résultat de ma volonté active. D'où la deuxième idée. Après avoir dit « je suis Dieu », Scriabin affirme « je ne suis rien ». On dirait qu'il ne sait pas ce qu'il veut, mais en fait, en écrivant « je ne suis rien », il sous-entend « je ne suis rien si je n'ai pas la volonté de créer ». Tant que je n'ai pas cette volonté. Sans volonté, pas de création, pas de monde. D'où la suite qui en découle, je suis seulement ce que je produis ou ce que je crée. Je veux créer. Donc la deuxième idée pourrait se résumer comme je crée le monde par ma volonté qui est active. Dans la passivité, pas de création. Avec la troisième idée, les choses vont commencer à se corser. Troisième idée, créer, c'est limiter une chose par une autre. La création et différenciation. Voilà une proposition assez complexe. Bon, finalement, c'est plus simple que ce qu'on pourrait le croire. Si je repars des deux idées précédentes, je crée le monde, donc tout ce qui m'entoure, par un acte de volonté active. Je crée donc tous les objets qui m'entourent. Prenez une bouteille d'eau. Bien, cette bouteille, je crée à la fois son être et son non-être. Son être, c'est sa matière, c'est tous les éléments qui le constituent. Son non-être, c'est tout ce qui limite son être, tout ce qui n'est pas la bouteille. Grâce à ce non-être, la bouteille a des limites qui sont clairement définies. Si je ne créais pas le non-être de la bouteille en même temps que son être, la bouteille n'aurait pas de limite dans l'espace, tout serait bouteille, la bouteille serait infinie, et pas de limite dans le temps. La bouteille n'aurait ni commencement ni fin, elle serait éternelle. Donc finalement, tout ce qui est quelque chose n'est en même temps pas autre chose. Quand je crée quelque chose, je la limite, je lui donne des bornes. Donc ma volonté créatrice, qui est une volonté active et qui crée le monde, donne à chaque chose un être, ce qui lui donne une essence, et un non-être, ce qui limite cette essence. Eh bien, en ce qui concerne le moi, ça fonctionne exactement pareil. Moi, je ne suis pas cette bouteille, je ne suis pas la salle dans laquelle je me trouve, je ne suis pas le soleil, je ne suis pas un ordinateur. Toutes ces choses sont autre chose que moi. Ce sont donc du non-moi. Toutes ces choses, je les ai créées
vu que je crée tout le monde, c'est du non-moi. Il faut bien saisir la nuance. Je les ai créés, mais je ne suis pas tout cela. Donc cette sensation de non-moi, d'altérité, elle émane de moi. C'est moi qui en suis à l'origine, puisque c'est moi qui ai créé tout ce qui n'est pas moi. Sans cette sensation de non-moi, le moi ne peut pas créer. Le moi serait ainsi infini et immortel. On arrive du coup à la quatrième idée. Je limite le moi par le moi et je crée le non-moi. C'est une phrase très synthétique qui résume ce que je viens d'expliquer. C'est le moi qui crée le non-moi, donc tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui lui est extérieur. Et en créant le non-moi, je limite les dimensions du moi. Plus je crée d'éléments extérieurs à moi, plus je me limite. C'est le moi, en créant le non-moi, qui limite le moi. Et voilà, en quelques points, toute la pensée d'une vie. Maintenant, quel est le rapport avec l'extase ? Eh bien, on y arrive. On est en présence donc d'une dialectique, c'est-à-dire d'une opposition entre une thèse et une antithèse, entre le moi et le non-moi. Le moi est actif, créateur, le non-moi est passif, conservateur, puisque le non-moi n'est pas doté de volonté créatrice. La bouteille d'eau ne peut pas créer quoi que ce soit. Et c'est par l'association de la thèse et de l'antithèse, du moi actif et du non-moi passif, qu'on va atteindre la synthèse, c'est-à-dire l'extase, que Scriabine appelle aussi la réalité suprême, l'unité absolue, puisqu'on unit le moi et le non-moi. Donc tout, puisque tout est soit moi, soit non-moi. L'extase s'atteint donc par l'association du moi et du non-moi. Mais comment est-ce qu'on associe le moi et le non-moi ? Bien, imaginons le moi au centre de tout, puisque c'est moi le créateur. Bien, le moi est limité dans l'espace et dans le temps par le non-moi, c'est-à-dire par tout ce qui n'est pas moi. Sur mon schéma, par tout ce qui est en noir, à l'extérieur du centre. Souvenez-vous bien que ce non-moi, c'est moi qui l'ai créé, puisque j'ai tout créé, y compris ce qui me limite. Pour atteindre l'extase, il va falloir ouvrir ces limites, dépasser l'opposition moi-non-moi, supprimer la dialectique. Et pour ce faire, il va y avoir deux mouvements opposés. D'une part, un mouvement centrifuge, centrum, centre, fugere, fuir, qui fuit le centre, qui sort du centre. Ce mouvement centrifuge se fait donc du moi au centre vers le non-moi. Le moi se projette hors de lui-même. C'est l'extrême expansion de l'être. D'ailleurs, étymologiquement, le terme extase veut dire exactement cela. Ex, hors de, stare, se tenir hors de soi-même. Donc ça, c'est le premier mouvement qui permet d'atteindre l'extase. Mais il faut deux mouvements complémentaires. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement centripète, de centrum, centre, petere, gagner, qui gagne le centre, qui s'approche du centre, donc du non-moi vers le moi. Je fais rentrer dans le moi ce qui m'est extérieur. L'extase est donc atteinte par le double mouvement du moi qui sort du moi pour aller vers le non-moi, et par le fait que le moi intègre le non-moi dans le moi. Mais l'extase est un état tellement puissant qu'on ne l'atteint pas d'emblée. Pour Scriabine, c'est un état qu'on conquiert petit à petit. Si je représente ça sur un schéma, pour l'instant, on a vu qu'un point A, la thèse, le moi, un point B, l'antithèse, le non-moi, deux points qui s'associent par un double mouvement centrifuge et centripète, et ce double mouvement mène à un point C, une synthèse, une union. Mais cette synthèse, ce n'est pas encore l'extase, ce n'est que le point de départ pour une nouvelle association, thèse, antithèse, moi, non-moi, mouvement centrifuge et centripète qui mènera à une nouvelle synthèse et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne petit à petit le niveau d'accroissement suprême de l'activité, la synthèse absolue du moi et du non-moi, le plus haut épanouissement, la plus haute béatitude, l'extase. À plusieurs reprises dans ses notes, Scriabine compare cet état d'extase à l'orgasme sexuel. Il écrit par exemple « Comme l'homme, au moment de l'acte sexuel,
Dans la minute de l'extase perd conscience et tout son organisme dans tous ses points vit la béatitude. Ainsi le Dieu homme, en vivant l'extase, remplira l'univers de béatitude et allumera l'incendie. Ailleurs, il écrit « Je veux donner au monde la volupté, je veux posséder le monde comme une femme ». C'est vrai que l'image est très parlante, parce que dans la relation sexuelle, on a bien un moi et un non-moi, le ou la partenaire, qui font chacun un mouvement vers l'autre et ne font plus qu'un. Mais ce n'est pas encore l'extase, il faut gravir la pyramide, que j'ai représentée tout à l'heure, et c'est seulement au moment d'union le plus puissant, le plus fort, qu'on atteint l'extase, c'est-à-dire l'orgasme. Là où l'analogie entre l'extase et l'orgasme se fait la plus évidente, c'est justement dans le poème de l'extase. À l'origine, le poème littéraire, dont vous voyez ici un plan de travail, portait le titre évocateur de poème orgiaque. Et c'est seulement au moment de l'impression que Scriabine a opté pour son titre définitif. On trouve également dans la partition du poème de l'extase l'indication avec une volupté de plus en plus extatique. Bien, nous avons fait un long détour par la pensée de Scriabine, mais nous voilà maintenant armés pour aborder correctement l'œuvre, ou plutôt les deux œuvres qui portent le titre « Le poème de l'extase », le poème littéraire, le poème symphonique. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons donc par le poème littéraire qui, chronologiquement, a occupé Scriabine en premier.